Salut, c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale immobilier. Je suis avec mon ami Chris, qui est le premier invité à revenir sur cette chaîne. On a déjà fait une interview ensemble il y a quelques semaines, quelques mois même. Donc Chris qui est également mon chasseur de biens immobiliers à Montpellier. Je vais le laisser se représenter rapidement puisqu'on va vite aller dans le vif du sujet sur... Voilà, c'est les 5 questions délicates en immobilier. Je ne sais pas comment dire exactement. J'avais pensé aussi aux 5 erreurs, aux 5 idées reçues. Chris, est-ce que tu peux te présenter de suite ? Bonjour à tous, donc Chris, pour ceux qui n'ont pas suivi premier podcast, je vous invite à y aller de suite. On gagnera plein de temps. Donc déjà merci François pour ce droit à la parole. C'est super parce que ça me permet à moi de pouvoir faire gagner du temps à tout le monde, parce que c'est important. Ça fait gagner du temps à moi pour mes clients, mais aussi à tous ceux qui nous entendent, parce que j'essaye en fait de dédramatiser en fait pour la plupart du temps le projet immobilier qui peut paraître un peu compliqué pour beaucoup. C'est la première chose. Et la deuxième, j'entends des choses et je vois des choses qui m'exaspèrent quand on dit qu'on en reviendra après, parce que j'ai 5 points là sur lesquels je voulais attirer votre attention. Des idées reçues un peu trop faciles à énoncer quand on est un marketeur et qu'on veut vendre quelque chose. Mais par contre, quand on ne connaît pas l'immobilier et qu'on débarque face à un propriétaire ou à un agent immobilier, encore pire, ou à un notaire, on se retrouve un peu démuni et on ne peut pas lui dire « oui mais moi j'ai entendu ça parce qu'un tel l'a dit ». Ouais mais non, sur le terrain, ça marche pas. Oui, c'est ça, c'est des questions un petit peu touchy, mais effectivement je pense qu'il y a aussi... et très souvent 2 écoles dans chaque point que tu vas aborder, et même des investisseurs qui ont une présence en ligne ou qui ont très bien réussi, qui ont des avis complètement différents. Je ne vais pas plaire à tout le monde, hein. Clairement, je ne suis pas un marketeur, moi je ne vis pas de mes formations ou de ce que je vends aujourd'hui. Je vis vraiment de mon immobilier, de mon patrimoine, et je ne touche pas, pour commencer... à faire des énervés. Je ne vis pas du pôle emploi et je ne vis pas de l'assistanat social parce que c'est pas du tout ma philosophie. J'ai pas été élevé comme ça et je préfère compter sur moi-même. Je ne mise pas sur la retraite future parce que ça m'exaspère aussi. J'entends ça. Oui, mais mes parents ont fait ça avec la retraite, donc moi je vais attendre tranquillement la retraite. Et puis, mais clairement, la retraite ne sera pas du tout, a priori, ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, tu sauras mieux en parler que moi. Si tu veux donner quelques chiffres avant de te lancer dans les 5 idées reçues, ce serait avec grand plaisir, pour qu'on puisse aborder la chose plus sereinement. Il y a des chiffres sur la retraite ou des choses comme ça sur tes biens, sur ce que tu génères, le nombre de transactions que tu as faites. Mais en fait, moi je pense que c'est pas tant le nombre ou la qualité ou etc. qui est important, c'est ce que moi je vais pouvoir vous apprendre et ce que je vais pouvoir vous amener en fait pour que vous évitez ces écueils, ces problématiques-là, pour vous simplifier la vie, c'est ça qui est important. Mais pour que vous me fassiez confiance, il faut qu'on passe par une présentation et que je vous explique pourquoi je me permets de parler aujourd'hui. Là, on a refait un peu les calculs dernièrement. Là, on en est je crois que j'ai commencé en 2009, timidement, parce que j'ai appris le métier sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain. On en est au 100e projet, là, cette année. D'ailleurs, qu'on va faire, donc on en reparlera avec François, mais voilà, le 100e va être signé cette année, il va pas tarder, ça va être dans 10 jours à peu près. Donc le 100e projet, pour vous montrer que j'ai quand même une petite expertise quand même. Après, soyons clairs, je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas notaire, je n'ai pas de formation juridique. Par contre, je suis un gars de terrain, je suis un mec de terrain, je me suis fait... en faisant plein d'erreurs. Après, souvent, les meilleurs, en tout cas les meilleurs, ceux qui peuvent en vivre et qui peuvent vraiment en témoigner, c'est les mecs de terrain. C'est pas le mec qui pourra te ressortir par cœur toute la fiscalité et qui n'a rien fait en tant que tel. Alors j'aime bien ce que tu as dit parce que tu as bien corrigé, on ne parle pas de meilleur ou de pas meilleur. C'est juste que vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous écoutez François, qui est quelqu'un qui parle avec le cœur, qui travaille avec des valeurs. Moi, effectivement, j'ai quand même les mêmes, et c'est pour ça que vous m'écoutez, je pense, aujourd'hui. Donc on essaie de travailler et d'avancer dans la bienveillance, parce que si vous arrivez à réussir à vos projets grâce en partie à ce que nous allons vous apporter, et ben nous, ça nous crée du bonheur aussi pour nous. Enfin, c'est curieux pour ceux qui font pas un peu de développement personnel, mais c'est vrai qu'on est dans un tel monde un peu matérialiste et un peu de crevard. Hein, voilà, il faut pas avoir peur des mots, un peu d'escrocs. En fait, on cherche pas à escroquer, mais à vendre un truc.
et pas vraiment à conseiller. Sauf que moi, je suis passé par la vente à travers mon agence immobilière et je me suis perdu, j'étais pas heureux, je vendais moins. Et en réalité, maintenant, en étant dans la bienveillance et en aidant vraiment mes clients et en faisant en sorte qu'ils n'aient pas besoin de moi pour les projets suivants, ils peuvent faire appel à moi encore, il n'y a aucun problème, ça fait grand plaisir, on gagne tous du temps. Mais l'objectif, quand quelqu'un fait affaire avec moi, c'est que potentiellement, il a appris des choses et qu'il ait peut-être plus besoin de moi derrière et qu'il puisse le faire tout seul. Et pourquoi ? Parce que je suis bienveillant, parce que j'ai trouvé ce qui me plaisait vraiment, et du coup j'ai tellement de clients que je peux me permettre de travailler comme ça. Bien sûr. Après je confirme, évidemment, rien que mon cas personnel, tu m'as fait gagner des dizaines de milliers d'euros, donc j'ai aucun mal à te faire un chèque de 5 000 euros de commission, toi. C'est 12 000, hein, non, on blague. Voilà, après c'est plus qu'une question d'argent à court terme, c'est aussi une question de ce qu'on va gagner avec nos investissements d'une manière mensuelle, mais aussi qui va perdurer dans le temps, donc ça va être récurrent pendant plusieurs années, et en plus on va pouvoir dupliquer, c'est-à-dire que ce système-là va fonctionner pour un bien, pour 2 biens, pour 4 biens, pour 10 biens, et donc en réalité, on parle de 3 000, de 12 000, de 25 000, c'est rien en réalité. Ouais. Si on compte sur 20 ans ou 30 ans, ou la globalité du patrimoine d'une vie, je prends l'exemple c'est pas une idée reçue, mais ça pourrait en être une, c'est que j'entends souvent, faut pas passer par une agence, ça coûte cher, mais en réalité, si l'agent est bon et qu'il accompagne bien, on va gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, donc il faut pas s'arrêter à ça. C'est pas parce qu'il y a une agence que c'est pas bien, mais bon, ça c'est pas dans le vif du... c'est pire après. Ok, merci beaucoup pour cette très belle introduction qui vraiment remet les bases. Est-ce que tu veux commencer tout de suite donc, par le premier point, donc la première question délicate concernant l'immobilier ? Alors je ne vais pas plaire à certaines personnes, notamment des gens qui vendent ce genre de prestations, mais bon, c'est pas dans ma nature de ne pas dire les choses. J'ai souvent des clients qui viennent me voir et qui me disent « mais ouais, je vais acheter mon premier bien, c'est super, mais avant de chercher, il faut que je sache, est-ce qu'il faut se mettre en nom propre ou en société ?» Alors, vérité. Vérité, il y a pas, j'aime bien dire, il n'y a pas de vérité, parce que je ne suis pas omniscient, ouais, tout ça, mais exactement. Franchement, avant de se poser la question si on se met en nom propre en société, déjà, il faut tester le modèle. S'il fonctionne en nom propre, il fonctionnera en société. Et pour commencer, pour moi, il faut faire simplement le moins cher possible et le plus facilement possible, c'est en société. Le nerf de la guerre, c'est pas la société, c'est pas la fiscalité. C'est le bien, il faut trouver le bien, il faut que le modèle fonctionne, et s'il fonctionne la première fois, il fonctionnera la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors avant de se prendre la tête, prendre de l'énergie et de l'argent pour monter une société, ou passer des mois à se poser la question et ne pas passer à l'action, il faut le faire simple. Le nom propre aujourd'hui, il existe le régime du LMNP qui est extraordinaire, hein, c'est vraiment pour moi la seule niche fiscale dans l'immobilier. Vous avez vu, j'ai mis un petit temps après seul, parce que oui, je suis désolé, le Pinel, on en reviendra après, mais le Pinel, c'est pas tout à fait ça, même pas du tout. Et oui, il y a tous les montages fiscaux dont on vous parle, la SCI, la société, c'est super parce que si machin bidule, oui, d'accord. Mais si à côté de ça, vous avez un métier et vous continuez à gagner de l'argent, mais moi, clairement, avec mes locations en LMNP aujourd'hui, je vais faire mes courses, je vais au restaurant, je me paye les vacances. Là, sur mon compte en banque, là, je viens de payer 1 400 € pour une semaine au Club Med du Portugal. C'est l'argent des locations qui a payé ça. C'est pas l'argent de la société répercuté sur depuis des dividendes et depuis un salaire sur lequel on va payer des charges pas possibles. Voilà. La friction fiscale, oui, comme on dit ça, c'est sûr. Ouais, alors après, je veux pas taper sur la fiscalité parce qu'à un moment donné, il faut en payer pour avoir les infrastructures. Bref, c'est pas le nerf du débat, mais... Ce qu'il y a d'important, je pense, à retenir, c'est qu'il faut faire simple, il faut commencer en nom propre, parce que c'est pas un problème se mettre en société ou en nom propre. Déjà, faisons-le en nom propre, les premiers, au moins le premier pour dédramatiser en fait l'immobilier, pour le faire correctement. On concentre l'énergie sur le choix du bien, la détermination en fait du cahier des charges, du besoin client, du cahier des charges, des critères de recherche. Et sur la négociation, c'est là-dessus qu'il faut passer son temps. C'est pas sûr est-ce que je me mets en société ou pas. Clairement, aujourd'hui, on se met en société. On va payer plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros pour créer sa société. Ça va prendre plusieurs mois. Après, il va falloir avoir un expert comptable qui va nous suivre tout le temps. Ça va nous coûter encore 1 500 balles par an de gestion, etc. Si tu es en nom propre, ça va te coûter 50 € d'inscription. Et même pas, non, je crois qu'aujourd'hui, ça coûte rien. Tu auras peut-être juste la comptabilité, si tu veux la faire correctement et pour éviter un contrôle fiscal qui serait un peu chronophage et anxiogène. C'est pas qu'on serait pas dans les clous, c'est juste que ça prend du temps et de l'énergie. Il vaut mieux le faire par un comptable et puis franchement faire une addition, une soustraction, même si c'est à la portée de tout le monde,
Si on n'a peut-être pas envie de le faire, donc on délègue ça à un comptable, ça va nous coûter 400, 500 euros maximum suivant les comptables par an. Et voilà, c'est vraiment très économe de le faire en nom propre, c'est plus efficace. Et toujours est-il qu'il faut savoir aussi, pour en finir avec ce point-là, c'est que la durée de détention en France, la moyenne de durée de détention d'un bien en France, elle est de 6 ans. 6 ans pour les pour les investisseurs, mais aussi pour les non propres, les résidences principales. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que les projets, si vous achetez un bien, et même s'il n'est pas parfaitement bien acheté, et si vous faites des erreurs, c'est normal d'en faire, ce ne sera pas un boulet tout le reste de votre vie. Vous pourrez toujours le revendre. Après, c'est sûr que je comprends de première vue un investisseur débutant, il se dit, j'achète un bien, je le garde à vie. J'achète un deuxième bien, je le garde à vie. Toi, c'est quelque chose de linéaire et de croissant. Mais c'est plutôt quelque chose comme un escalier. Donc, tu peux en acheter un, deux, en revendre un, en acheter deux, en vendre un, et ainsi de suite. C'est plus un escalier qu'une croissance linéaire. Mais au final, comme tu dis, on le garde 6-7 ans, c'est la moyenne, quoi. Et ça tombe bien parce qu'en plus, ça va de pair avec la fiscalité sur les LMNP. C'est qu'en utilisant des stratégies, des modes d'exploitation corrects qui fonctionnent aujourd'hui, pas forcément demain, j'entends aujourd'hui. D'ailleurs, on en reviendra sur le second point. En utilisant vraiment des modèles qui nous permettent de faire beaucoup d'argent, on va se mettre à payer des impôts avec le LMNP au bout de quelques années seulement, au bout de 4 ans, 5 ans. Donc ça tombe bien parce que c'est la durée de détention moyenne. Donc ça nous permet de revendre peut-être dans 4-5 ans, dégager une plus-value parce qu'on l'a tellement bien acheté, on l'a bien décoré et on l'a tellement bien exploité et déjà bien remboursé qu'on va dégager une plus-value. On va avoir un énorme retour sur investissement qui va nous permettre d'acheter plus grand ou éventuellement d'en acheter deux d'un coup. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on fonctionne par escalier. Donc, nous, par exemple, notre cas avec ma femme, parce qu'on investit en couple, et même en famille, j'irai plus loin, c'est qu'on achète le premier, on achète le deuxième, on achète le troisième, on vend le troisième, on en achète d'un coup 4 et 5e, et ça nous permet de fonctionner en fait avec un chiffre croissant en termes de rentabilité, enfin pas de rentabilité, c'est pas le bon terme, mais en termes de bénéfices, d'excédent de trésorerie, voilà, on va dire ça, c'est bien. En termes aussi de valeur patrimoniale vénale, voilà, donc tout monte progressivement. Et si vous achetez le bien qui n'est pas parfait au début, c'est normal, parce que moi, j'achète jamais des biens parfaits. Et je fais en sorte qu'il colle le plus avec on va dire, avec la facilité de revente et d'exploitation, mais il n'est jamais parfait. Et ça me permet d'en acheter un deuxième, un troisième, et ainsi de suite derrière. Bref. Ok, deuxième sujet tabou peut-être. Ouais, c'est bien, c'est dans l'air du temps. On sort justement là d'un rendez-vous avec François. La courte durée, c'est mort. Je vois ça clignote de partout, à BFM TV, à la télé, tout ça. Courte durée, c'est mort. Non, c'est pas mort, les gars. C'est pas mort. Pourquoi ? Encore une fois, si vous envisagez de garder ce bien toute votre vie et l'exploiter en LMNP et en courte durée, oui, c'est mort. Par contre, si aujourd'hui vous voulez l'exploiter, c'est génial. Ça marche super bien, je vous le confirme. C'est comme ça que j'ai réussi à partir une semaine au Club Med, là en vacances avec toute ma famille. C'est grâce à ces sous-là. Et non, c'est pas mort parce que justement, deux effets. Le premier, c'est que ça ralentit les investissements. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui y vont aujourd'hui parce qu'ils entendent que c'est mort. Et du coup, on a moins de concurrence. Et deuxième chose, c'est que moins de concurrence égale plus de bénéfices. Voilà. C'est cool ça. Donc ça permet d'avoir des rentabilités plus élevées, plus intéressantes. Et donc justement, c'est pas mort. Là, et je sais pas si... il y a pas mal de gens qui le disent, mais aujourd'hui, si vous voyez par terre un billet de 1000 euros, vous faites quoi ? Vous dites non, je le prends pas parce que sinon il y a quelqu'un, sinon le propriétaire va revenir dans 3 jours, il va le prendre, donc il faut pas que je le prenne. Ouais, mais les gars, c'est maintenant que vous voyez le billet, c'est pas dans 3 jours. Donc prenez-le maintenant, pendant qu'il est là. Dans 3 jours, il y sera plus. Ouais, c'est sûr qu'on se reposera la question en 2050, mais... Mais on ne se la posera plus parce qu'on fera des vacances virtuelles et on n'aura plus besoin de courte durée, j'en sais rien ce qui se passera d'ici là. Téléportation, Chris. Mais probablement, donc il n'y aura plus de transport en commun comme aujourd'hui, il n'y aura plus besoin, ce ne sera plus l'hôtellerie comme aujourd'hui, il n'y aura plus les appartements, on ira peut-être sur la Lune, ce sera peut-être complètement différent, bref. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça marche super bien, ça cartonne, il faut miser dessus, moi je recommande de le faire pour au moins 1 an, 2 ans. Ça nous permet de gagner un maximum de cash aujourd'hui, qui nous permet de réinvestir derrière dans d'autres systèmes. Encore une fois, si ça merdouille, on revend, puisqu'on a bien acheté, puisqu'on s'est formé pour acheter correctement. On revend ou on change de mode d'exploitation.
évidemment, il ne faut pas l'acheter n'importe comment, il ne faut pas acheter un studio sous prétexte qu'en courte durée on loue 1 200 € par mois, il ne faut pas l'acheter très cher en se disant mais c'est bon, avec la courte durée ça va aller. Il faut l'acheter comme si on allait le louer d'une manière classique. Du coup, dans notre prévisionnel, on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus cool et avec des chiffres bien meilleurs. Voilà. Oui, il faut que ça soit rentable dans le pire des cas. C'est aussi peut-être une chose qui pourrait être prise en compte dans un business plan pour la banque. Pour tout. Ouais. C'est valable pour tout. D'ailleurs, le banquier, si tu lui dis que tu vas acheter pour de la courte durée, il va pas t'écouter. Il va dire non, c'est quoi ce truc? BFM TV a dit qu'on pouvait pas. Vrai, ouais. Ma voisine, mon coiffeur m'a dit que c'était mort. Mais non, bah non. En fait, quand tu lui présentes ton projet, il faut lui proposer ce projet avec un avis de valeur locative classique pour faire passer ton projet et non pas partir direct bien en tête en disant oui mais non moi je vais louer en courte durée donc je vais faire plein de sous, il comprend pas mon banquier. Ouais, mais c'est pas à lui de comprendre, c'est à toi de bien lui expliquer les choses et le rassurer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ça, être rassuré, c'est tout ce qu'il veut. Il comprend rien, sinon il serait pas banquier, il serait pas conseiller bancaire, il serait à ta place en train de faire des investissements. Lui, il achète du Pinel, faut recadrer les choses. Il a fait des études, tout ça, mais je me fais pas des copains là. Encore une fois, mais lui, s'il est là, moi, voilà, s'il est là à bosser derrière un bureau et à dire oui ou non, c'est qu'il n'arrive pas à investir. Voilà, c'est tout. Et c'est que vous êtes en train de le faire. C'est que toi, tu es en train de le faire. Voilà. D'accord. Donc c'est pas mort. Voilà, conclusion, c'est pas mort. C'est très rentable. Troisième question, question que je reçois très souvent d'ailleurs, personnellement. Donc je te laisse l'expliquer. Ouais, alors pareil, là, je vais déplaire à certains. Un truc qui m'énerve, c'est quand on dit aux gens qui viennent me voir derrière pour que je leur trouve un bien ou que je les aide parce qu'ils se sont mis un peu en galère, c'est « Ouais, mais moi, on m'a dit qu'on pouvait investir sans argent. » Ah ouais? On peut investir sans argent, dis donc. Super, pourquoi tout le monde ne le fait pas, dis donc? En fait, c'est simple, c'est que non, on ne peut pas investir sans argent, les gars. Parce que si tu investis avec zéro, déjà, tu vas avoir peur d'investir. C'est normal. Comment tu manges demain, une fois que tu as mis l'argent? Sachant qu'il va falloir tous les délais d'acquisition, de gestion administrative, etc., au niveau de la mairie pour le droit de préemption, au niveau de la banque pour le déblocage des fonds, également au niveau des travaux derrière et de la mise en exploitation, l'ameublement. Et si tout se passe bien, il y a plusieurs mois. Donc toi, si tu as mis tous tes œufs dans le même panier, on va dire, et que tu t'es pas gardé un petit peu d'argent de côté, un matelas un petit peu confortable pour manger et pas être trop stressé, tu vas droit dans le mur. Donc il faut mettre un peu d'argent dessus. Il faut en garder derrière aussi sous le coude si on peut pour être un petit peu serein. Je dis pas qu'il faut mettre la moitié, mais il faut mettre au moins les frais de notaire. Et l'ameublement, il faut arrêter de dire aux gars non, pas besoin de mettre d'argent pour l'ameublement. Faites une magouille avec la banque en lui faisant croire que vous achetez des travaux ou vous achetez de la tapisserie ou du carrelage, puis vous ramenez à la banque, vous mettez les sous un autre compte. Les mecs, réveillez-vous quoi. Oh. Là, à un moment donné, vous allez avoir des problèmes. Il faut mettre un peu de sous dedans. Ça, c'est pour la première chose. Il faut se sentir en sécurité, il ne faut pas se mettre en galère. Si vous avez des enfants, vous avez des projets familiales, vous avez votre copine ou votre copain avec qui vous voulez aller en vacances, etc., vous ne mettez pas en danger. J'espère avoir été assez clair sur ce point-là. Sinon, vous n'hésitez pas à revenir vers François ou vers moi-même pour développer un petit peu. On a mangé beaucoup de sucre avec François. Là, c'est pas notre habitude, donc on peut se perdre un peu. Donc ça, c'est. Après, oui, c'est une question légitime. C'est le nombre de profils, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, mais qui ont vraiment rien, qui partent de zéro, et ils entendent, sur le net, effectivement. On peut se faire financer à 110, 130% et qu'on peut mettre zéro apport. Donc je comprends à 272%. Aussi la question qui revient souvent pour moi, par message, par mail. Oui, on peut avec zéro, c'est vrai. Si vraiment on monte un bon dossier, si on connaît son banquier, mais il faut qu'il n'y ait aucun problème derrière et que le banquier entende bien, qu'à côté on a un salaire assez conséquent. Une bonne gestion des comptes. Mais franchement, il ne faut pas se mettre en détresse. Mettez un petit peu de sous de côté, un petit matelas de sécurité. Pour manger tranquillement, pour s'occuper de notre famille, etc. Voilà, pour ne pas être trop stressé, il faut mettre un peu d'argent. Surtout sur la case négociation, parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez négocier et faire votre offre d'achat, ce qu'il se passe, c'est que vous avez un petit encart là, sur ce document et sur le compromis qui dit que
Il est d'usage de payer 5% du montant du bien à titre de séquestre, voilà, pour pouvoir en fait signer le compromis et rassurer le vendeur quant à la véracité des fonds et du projet, etc. Que vous achetez, que vous mettez un petit peu d'argent en jeu pour montrer que vous êtes sérieux. Oui, les bons marketeurs vous disent qu'il n'y a pas besoin, que c'est pas obligatoire. Ouais, mais le problème c'est quand tu es en égo et que tu dis moi monsieur je vais investir mais j'ai pas d'argent, eh ben vas-y, accroche-toi pour faire la négociation. Un petit peu plus complexe. Et le jour où tu vas chez le notaire ou dans une agence immobilière et que tu lui dis j'ai pas d'argent, je peux pas mettre d'acompte, franchement la négociation ça va être compliqué. Donc non, faut pas se mettre en danger, il faut garder un petit peu tout un maximum, il faut essayer de mettre un peu de sous quand même dans le projet. Voilà, c'est la première partie en fait de deuxième point, mais il y a une deuxième partie. C'est que c'est très simple. Si vous ne mettez pas de sous et que vous investissez, que vous empruntez un maximum, ce qui va se passer, c'est que ça va impacter quelque chose qui est votre endettement. Donc vous allez vous retrouver à avoir une mensualité de remboursement qui est plus élevée. Et du coup, vous allez vite être bloqué quant à votre capacité d'emprunt. Donc pour acheter le deuxième et le troisième, vous risquez d'être plus bloqué. Alors oui, c'est bien de ne pas mettre d'argent dans un projet et de faire le beau. Moi je l'ai fait, dernier projet, j'ai mis 4,50 € et je gagne 300 € de plus par mois en mettant 4,50 € d'apport. C'est marketing, c'est joli, c'est beau, mais quand on commence, c'est un peu se mettre en danger. Et quand on ne connaît pas toutes les ficelles de la négociation, quand on ne sait pas préparer l'agence ou le notaire en face à lui dire cet élément-là, oui, c'est un peu chaud quand même. Donc les gars, mettez-vous tranquillement un petit peu de sous quand même de côté. On n'est pas obligé de mettre 20 000, mais au moins, ça serait bien les frais de notaire. Ça permet de sécuriser tout le monde, les vendeurs, les acheteurs, vous, le notaire, tout le monde. Et tout le monde va vous suivre. Et en plus, vous aurez moins à rembourser et vous pourrez mieux, au bout du deuxième, du troisième ou du quatrième bien, vous pourrez mieux emprunter. Voilà. Bien sûr, c'est mathématique. C'est du bon sens, Ok, super. Voilà, tu mets les points sur les i, Chris, c'est top. Quatrième idée reçue. En fait... comment dire, moi j'entends souvent des gens, je vois souvent des gens d'ailleurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, où la plupart des gens avec qui on discute, on parlait du coiffeur tout à l'heure, chez le coiffeur, ou la famille, ah ouais, ça la famille, ça c'est un point. Les bonnes affaires sont déjà prises. Alors, parce que les très bonnes affaires sont toutes déjà prises. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez la citation là, que j'aime bien reprendre de temps en temps, c'est une bonne affaire, ça se trouve pas. Tu tends pas ton bras pour la cueillir d'un arbre ou tu la ramasses pas dans la terre avec ta fourche comme une patate, quoi. C'est pas comme ça qu'on a une bonne affaire. La plupart du temps, les bonnes affaires, ça se trouve pas, ça se crée. C'est important. Ça se crée avec un peu de méthode, avec un peu de bon sens, quelques phrases clés. Donc je sais pas si je peux me permettre de balancer 2 ou 3 éléments sympas, mais il ne faut pas non plus prendre trop de votre temps. Voilà. Mais en fait, c'est super simple quand on a l'habitude de le faire. Pour trouver les bonnes affaires, déjà, il faut commencer par ne pas être attaché au bien. Il faut potentiellement, moi comme j'aime bien me comparer à un pêcheur, c'est qu'on lance plusieurs hameçons et du coup on est moins impliqué dans un projet en fait. On s'implique un petit peu dans plein, mais on n'est pas uniquement dans un. Et notre vie ne dépend pas que de ce projet-là, parce que c'est humain. Quand vous avez un bien que vous cherchez à négocier et que vous n'avez que celui-là en visuel en fait, vous vous retrouvez à l'acheter un peu, pas n'importe quel prix, mais être moins efficace dans votre négociation, être moins détaché en fait. C'est un peu comme le principe des enchères. Quand vous allez voir une vente aux enchères et que vous êtes focalisé sur un bien, la plupart des gens qui font que les biens sont finalement vendus plus cher que le prix du marché, c'est parce qu'ils viennent pour un bien et s'ils n'ont pas celui-là, ils n'ont pas de roue de secours, ils veulent absolument investir dans l'immobilier, ça devient viral, viscéral et du coup ils se retrouvent à non il me le faut, sinon je ne vais pas réussir ma vie. Mais non, si on arrive à dédramatiser ça et avoir plusieurs hameçons en fait, déposer plusieurs offres en cours, plusieurs négociations en cours, on peut dédramatiser, si c'est pas celui-là c'est un autre, si c'est pas un autre c'est encore celui-là. Bien préparer le terrain. Tu prépares le terrain, tu dédramatises, surtout si la négociation n'aboutit pas, c'est pas grave, ce sera un autre. Et si tu l'as fait bien et que tu laisses le temps au temps, moi j'ai des gens à qui j'ai fait des propositions qui reviennent vers moi au bout de 6 mois, au bout d'un an quoi. Au bout d'un an. Par contre j'ai gagné 20 000 balles, 30 000 balles. Encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est juste une question de système qui est mis en place plus ou moins automatiquement.
et qui permet de tous les mois améliorer un peu son train de vie. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est le confort, le train de vie, la sérénité, la sécurité. Mais ouais, le fait d'être patient et de mettre plusieurs hameçons, moi j'ai oublié. Il me rappelle, il me dit oui, c'est madame machin. Ouais, bonjour, oui, ça va. Et en fait, on ne sait plus, mais oui, j'ai votre offre, ouais, j'ai bien réfléchi finalement, machin. Et bon, c'est là où quand t'es un peu filou, tu peux dire, ouais, effectivement, mais moi j'ai trouvé autre chose. Moi, je veux bien m'intéresser à votre bien de nouveau, mais par contre, maintenant j'ai d'autres problématiques. Il va falloir baisser encore un peu le prix, madame. Bon, là, on va peut-être chercher un petit peu loin. On se sent pas ne pas le faire. Des fois, à 1000 € près, c'est pas la peine de négocier, parce que sur le prévisionnel, mensuellement, ça changera pas grand-chose. Mais voilà, ça c'est une première technique qui est assez intéressante. Je peux pas en balancer 15, mais du coup, il faut dédramatiser et c'est normal de dramatiser. Pour le coup, on est humain, on a envie de faire cette affaire-là parce que ça va un peu changer notre vie. Mais peut-être ne pas se focaliser sur un bien, mais éventuellement sur plusieurs. Voilà, plusieurs possibilités et ça va. C'est aussi la fameuse expression, la chance, c'est quand la préparation et l'opportunité se rencontrent. Donc ça revient à ce que tu viens de dire, c'est que la bonne affaire, ça vient pas tout seul, tout de suite, c'est pas un coup de chance. Comme tu as dit, faut être un pêcheur. Il faut être un pêcheur, un chasseur aussi, mais le truc c'est que si vous êtes un chasseur, c'est-à-dire que vous voulez être le premier sur le bien, vous n'allez pas être le seul, il va y avoir tout le marché qui va vouloir être le chasseur. Mais moi je suis chasseur immobilier sur mon badge, mais en fait je suis plus un pêcheur parce que je balance des lignes et puis de temps en temps il y en a une qui mord et celle-là elle est hyper mûre. Parce que les gens ils veulent vraiment vendre, c'est un marché de gré à gré, on force personne pour un peu me dédouaner on va dire, mais c'est quand même un marché de gré à gré. S'ils ont trouvé personne pour leur acheter, quelque part on leur rend quand même service, sinon ils n'accepteraient pas. Sinon, alors, voilà, peut-être qu'ils seraient saisis aux enchères, etc. Et c'est encore pire pour eux. Donc à un moment donné, on est des pêcheurs, je pense, avant des chasseurs. Parce que si on est chasseur, on va se retrouver à se faire piquer la proie par quelqu'un d'autre au dernier moment. Alors je ne vais pas plaire à des gens là, parce que c'est illégal ce que cette personne a fait. Donc je ne donnerai pas de nom, mais je me suis fait piquer l'appartement par un notaire. Sans compter le nombre d'agences immobilières qui ont voulu m'entourlouper, certains l'ont fait, je ne suis pas au courant, voilà. C'est illégal, c'est immoral, et ça arrive, mais c'est ça quand on est chasseur, on se stresse parce qu'on va être le premier, et du coup on négocie pas bien, on peut acheter n'importe quoi, n'importe quel prix. Voilà. Oui, je comprends. Il vaut mieux être un pêcheur, c'est moins viril, mais ça paye. Quand je partagerai le podcast, je mettrai Chris pêcheur immobilier. C'est pas marketing ça. Du coup, 5e point, un petit peu polémique. Je te laisse la parole. Décidément, j'ai mis que des points polémiques, t'as raison. C'est ça qu'on veut. Ouais, moi, j'ai un client là, dont je peux vous parler aujourd'hui pour illustrer un peu ça. C'est pas le seul, il y en a plein qui sont venus me voir pour me dire ça, mais on va parler de lui. Lui, c'est un professionnel dans l'immobilier. C'est encore plus fou. Il vient me voir et me dit bon, j'ai entendu dire que tu étais un bon chasseur. Je dis ouais, peut-être. Avec l'accent du Sud. Avec l'accent du Sud, que je sais pas très bien faire. J'ai rien contre les gens du Sud, c'est bon. À un moment donné, je vais faire trop polémique. Non, voilà, j'ai entendu dire que tu chassais bien. Bah ouais, je sais pas, peut-être. Il faut que tu me trouves ça. Je dis ok, qu'est-ce que tu veux? Moi, je vais faire une découpe. Une découpe Bah écoute, oui, pourquoi pas. Ouais, moi je vais faire une découpe, c'est super, le machin il a dit que c'était génial et qu'on gagnait plein d'argent avec, c'est super. Ah bon? Ouais, d'accord. Ok, tu veux faire une découpe, t'as déjà acheté des biens? Non. Bah non, j'ai jamais acheté d'appart. Tu veux faire une découpe? C'était le premier. Ouais, c'était le premier. Mais même, soit le deuxième ou le troisième, finalement, mais c'est surtout le premier. On peut pas se lancer, c'est comme, j'aime bien les métaphores, parce que je suis pas très intelligent, alors je prends des métaphores simples pour expliquer les choses. Vous avez jamais fait de pâtisserie de votre vie. Vous avez envie de faire plaisir à votre compagnon, votre compagne, et vous voulez lui faire un petit truc sucré. Est-ce que vous allez vous lancer dans une pièce montée avec trucs au sucre, glace et tout machin, en 4 étages, ou est-ce que vous allez faire juste des crêpes? Le problème c'est que si vous vous lancez dans la super pâtisserie à 4 étages, vous allez vous ramasser, je veux dire, c'est sûr. Ça va coûter cher, en plus ça va vous coûter cher, et en plus vous allez avoir l'air d'un con, votre femme elle va partir avec le boulanger du coin. Non, j'exagère, mais là si vous faites des crêpes, vous avez plus de chances de réussite, et en plus ce qu'il y a de bien, il faut penser à soi aussi, c'est que vous avez la satisfaction d'avoir réussi. Ouais. Donc s'il vous plaît, partez pas dans des délires en disant moi je vais faire une promotion avec 47 appartements dont la moitié en social parce que je vais l'exploiter machin, bidule truc. Non. Du coup, la division c'est bien quand
Alors, en fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on fait un peu polémique, mais en réalité, il y a pour certains cas où le nom propre ou la société, des fois, il vaut mieux se mettre en société pour certains cas, mais la majorité du temps, c'est le nom propre. Et là, pour le coup, la majorité du temps, quand c'est notre premier bien ou nos premiers biens, moi, je préconise de commencer par une solution simple. Si on a un petit budget, suivant vos secteurs et suivant votre marché, hein, un petit budget, bon, moi, pour mon marché, si on a 60, 70, 80 000 euros qu'on peut emprunter avec les travaux, il faut se lancer dans un petit projet, un petit bien type années 60, 70, 80. C'est pas trop dur à rénover. Il n'y a pas des planchers qui s'effondrent ou des toits un peu compliqués. Il n'y a pas de grosses charges de copropriété, sauf si c'est des charges chauffage, etc. Mais bon, ça, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Et en plus, la personne a déjà amorti le bien. Elle l'a payé il y a 30 ans, 40 ans. Elle l'a déjà payé. Elle l'a payé en francs, voire en anciens francs. Et du coup, vous pourrez négocier pas mal. Il y aura suffisamment à négocier parce qu'il y a des travaux, mais aussi suffisamment à négocier parce qu'elle a déjà tout remboursé, elle l'a payé en anciens francs. Donc voilà, ça c'est encore un point intéressant. Du coup, commençons simple, avec un bien éventuellement en courte durée. Si le marché se porte chez vous, si le marché se prête à ce mode d'exploitation, si vous pouvez éventuellement faire une revente derrière pour votre premier bien, pourquoi pas. Et vous pouvez également, si vous avez un budget plus conséquent, peut-être opter sur la solution de colocation. Dans mon marché, moi, à Montpellier, comme dans toutes les villes un peu de grande taille, vous pouvez faire des colocations à partir de 130, 140 000 euros, le prix du bien, plus les travaux, vous finissez à 160, 170. Bon voilà, à Lyon, ce sera peut-être un peu plus, à Marseille un peu moins, ça va à Toulouse un peu moins aussi, ça va dépendre un peu des marchés. C'est à vous de devenir un expert du marché, c'est très facile, vraiment, c'est juste du bon sens, c'est un peu de temps. Et de déterminer ce cahier des charges, etc. et le budget. Mais du coup, vous pouvez adapter votre mode d'exploitation à ce que vous faites. Mais de là à se lancer dans une découpe, moi je l'ai fait parce qu'effectivement, quand tu achètes un kilo de patates, tu vas le payer plus cher au kilo que si tu achètes une tonne de patates. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est que tu vas avoir des frais plus importants sur les travaux. Pour faire la découpe, il y a des contraintes au niveau de la mairie, au niveau des bâtiments de France. Bon, ça, c'est surtout les parties extérieures, mais bon, pourquoi pas. Si on a des bâtiments classés, tu vas avoir des contraintes sur EDF notamment. C'est un peu la clé, ça. Et non pas, moi, je déteste les gens qui disent « Ouais, mais moi, je vais faire un compteur, un sous-compteur. » Non, maintenant, les gars, c'est pas bien. C'est pas bien, on fait pas ça, on fait pas un sous-compteur électrique, on met un compteur, un vrai, parce que le jour où tu dois revendre, parce que tu as une galère, ton bien il n'est pas liquide. Alors oui, mais alors les marketeurs disent on a la parade. Vous avez mis un système en place qui rapporte beaucoup d'argent, donc vous allez le vendre à des investisseurs qui vont l'acheter cher. Mais attends, l'investisseur il achète cher, t'as vu ça où? Ouais. Moi je suis investisseur, j'achète pas ça cher, hein. Surtout si je sais que le mec est coincé parce qu'il a un compteur divisionnaire et non pas un compteur individuel. Et du coup il est coincé parce qu'il peut pas revendre à la découpe. Donc les gars, découpe je veux bien, mais il faut le faire proprement, ce qui engage des frais, du temps, un savoir, des connaissances. Même moi avant de le faire, je prends vraiment mon temps et je réfléchis. Franchement les découpes, surtout pour le premier, c'est niette quoi. Ou alors faut vraiment que vous soyez au top sur bien accompagné, etc. Mais bon, bref. Au moins c'est clair. Merci beaucoup Chris. Du coup, si tu as envie d'en savoir plus, là je t'invite à aller regarder dans la description, il y a un petit lien. C'est quelque chose qu'on va sortir avec Chris, c'est vraiment un peu spécial, assez particulier. Bon, je t'invite à regarder par toi-même. Chris, pour conclure, quelle est ton actualité? Où est-ce qu'on peut te retrouver? En fait, vous pouvez simplement me contacter sur Instagram ou sur Facebook. Directement avec Invest and the City. Donc Chris Invest and the City, vous pouvez me contacter. Là, j'arrive à me libérer du temps pour arriver à répondre vraiment à tout le monde. Ouais. Des fois, il me faut un peu de temps, mais sur les conseils de François, qui me dit qu'il faut répondre à tout le monde plutôt que de travailler dans la globalité en faisant des messages impersonnels, comme certains marketeurs le font, en disant que c'est automatique. Non, c'est pas automatique. Il faut prendre soin, discuter avec les gens. Au cas par cas, c'est comme ça qu'on les rassure et qu'on les accompagne le mieux. Donc voilà, je réponds en one-to-one, dans la mesure du temps que j'ai. Et effectivement, avec François, alors moi je suis pas d'accord, on va pas lancer un truc de spécial. On va lancer un truc fantastique. Je suis un marketeur, ça y est, je me suis muté en marketeur. Non, c'est super, parce que nous, c'est ce qui nous a permis, l'un et l'autre, l'un comme l'autre, de nous dégager un peu de cette vie BFM TV, cette vie
qu'on apprend à l'école, où on nous dit il faut travailler dur à l'école pour avoir un métier, rester dans notre entreprise, travailler 40 heures par semaine, machin. Oui, c'est du boulot, mais on travaille pour soi et pour sa famille. On travaille beaucoup encore maintenant, alors qu'on a quand même des revenus qui sont sympas, Avec passion. mais parce qu'on s'éclate. On n'est pas en train de travailler derrière un ordinateur avec un logiciel qui nous pourrit la vie au quotidien parce que ça marche pas et que le système, ça sent le vécu là, et que le système informatique de la boîte, donc il y a une équipe spécialisée dédiée pour faire ça, ils répondent pas ou ils t'insultent parce que c'est encore toi qui appelle, dans super hiérarchique qui te met la pression parce que t'as pas fait t'as pas fait ce qu'il fallait ce mois-ci. Voilà, ou parce que tu étais en retard la semaine dernière parce que ton gamin est malade et tu l'as amené à l'hôpital, tu vois. Enfin, à un moment donné, moi je vois pas la vie comme ça. Donc aujourd'hui on y arrive grâce à tout ça. Et là, le projet qu'on est en train de lancer, c'est vraiment pour aider un maximum de personnes qui veulent se lancer Exactement. dans l'immobilier. C'est ça. Donc si tu veux en savoir beaucoup plus, Ah, j'en ai trop dit. Il y a tous les détails. Non, t'en as pas trop dit. Il y a tous les détails là, juste dans la description. Donc voilà, merci beaucoup Chris. C'était super. Je pense Merci que là, à toi. la qualité comme jamais. Et on se retrouve, on se retrouve très bientôt. Merci, Ciao, ciao. à bientôt.